Donc, dans la série de TD numéro 2, on s'est arrêté, on a fini l'exercice 1 et on s'est arrêté à l'exercice 2. Donc, dans l'exercice numéro 2, on vous avait donné un cahier des charges, on vous a demandé de proposer la rédaction de 2 ACL qui permettent d'obtenir ce fonctionnement avec une côté internet en entrée et une. Donc, celle-là, ça veut dire une en entrée, du côté internet en entrée, donc E1 in, et une en entrée du réseau interne, donc E0 out. Donc, si on prend le cahier des charges et qu'on essaye de décortiquer chaque élément qui a été mis, qui a été donné, on vous dit les internautes doivent avoir accès au serveur web qui se trouve ici. Ça veut dire que vous allez avoir ce trafic qui doit être autorisé, mais aussi le trafic réponse qui doit être autorisé. Donc, le trafic en bleu qui est là, lui, va bien passer par E1 in. Donc, je dois faire une autorisation dans E1 in en utilisant cette commande, access list. J'ai mis 100, j'aurais pu mettre 150, le nombre, c'est mon problème. Access list 100, permis TCP any, et comme c'est un serveur web, donc any, on ne sait pas quelle sera l'adresse IP des personnes qui sont sur Internet, et comme la destination, c'est un seul hôte, donc ce sera host, puis l'adresse IP, puis c'est un serveur web, et il utilise HTTP, donc equal 80, port de destination égale 80. Le flux réponse, lui, il va passer par E1 out. On ne nous a pas demandé de faire E1 out, donc on n'a pas besoin de le faire. Même chose, ici, ce flux requête, il va passer par E1 in, mais il va aussi passer par E2 out. Sauf qu'on ne nous a pas demandé de faire E2 out, donc voilà. Ensuite, on vous dit, les internautes doivent avoir accès au serveur SMTP. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? J'avais expliqué ça déjà en TD la semaine dernière, où j'avais dit que quand on a un serveur SMTP, il y a soit un email qui vient depuis un serveur mail sur Internet vers notre serveur mail. Et donc, dans ce cas-là, il va aller vers le port TCP25 du serveur mail. Et puis, il y aura un ACK. Soit, et donc dans ce cas, et comme le trafic qui est là, il passe par un in, donc je dois l'autoriser. Si je dois l'autoriser, je vais avoir quoi? Je vais avoir access list 100, permis TCP, any, host 200.1.1.10 equal 425. Maintenant, j'ai autorisé ce trafic-là. J'ai aussi une autre possibilité. Mon serveur mail de la DMZ va envoyer un mail, va transférer un mail à un serveur mail sur Internet. Et s'il transfère un mail à un serveur mail sur Internet, ce serveur mail qui est sur Internet, il va répondre par un ACK. J'ai bien reçu votre email. Et là, le trafic qui passe par E1 in, c'est le trafic en violet, donc l'ACK. Donc je dois autoriser ce trafic-là dans E1 in. Et je vais mettre access list 100, permis TCP, any equal 25. Je vous ai dit que le port 25, il se trouve sur le serveur mail qui reçoit l'email. Host 200.1.1.10 established. Pourquoi established? On est sur du TCP et c'est une réponse, ce n'est pas une requête. Ensuite, l'élément suivant dans le cahier des charges, on vous dit le serveur mail qui est ici doit pouvoir communiquer avec ce serveur mail, sans plus. Donc, je vais avoir, comme tout à l'heure, entre un serveur mail sur Internet et le serveur mail de la DMZ, je vais avoir la même chose entre le serveur mail de la DMZ
et le serveur mail qui est dans mon segment interne. Donc, soit un email va partir du serveur mail de la DMZ vers le serveur mail interne, et donc le port TCP25 va être ici, et puis il va y avoir un ACK. Or, ce trafic-là va passer par E0 out, le trafic en bleu. Donc, je dois autoriser le trafic en bleu sur E0 out. D'où je vais avoir une autre access list, un autre numéro qui va être ici. Tout à l'heure, j'ai mis 100 et maintenant, je vais mettre 101. J'aurais pu mettre 150, 160. Il faut juste que ce soit deux numéros différents. Et on est en train d'utiliser des numéros entre 100 et 199 parce que c'est des ACL étendus. Ce ne sont pas des ACL standards. Donc, je vais autoriser depuis mon serveur mail de la DMZ, donc permit TCP host 200.1.1.10 vers le serveur mail interne host 200.1.2.10 equal 25. Puis, comme tout à l'heure, entre le serveur mail qui est là et un serveur mail hypothétique sur Internet, je vais avoir le cas où c'est le serveur mail qui est interne qui va envoyer un mail au serveur mail de la DMZ. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir le port TCP25 sur celui qui reçoit l'email, et puis celui qui a reçu l'email va envoyer un ACK. Ici, ce qui va passer par E0 out, c'est le trafic en violet. Donc, c'est l'ACK. Donc, je dois autoriser cet ACK. Pour l'autoriser, je vais faire de la même manière. TCP access list 101 permit TCP host 200.1.1.10. Le port 25, il est de ce côté, donc je vais mettre equal 25. Host vers host 200.1.2.10. Et comme c'est une réponse, je vais mettre established. Par contre, on vous a dit le reste du trafic vers le serveur mail doit être interdit. Donc, je dois interdire tout trafic venant d'ailleurs allant vers mon serveur mail. Et donc, ici, je vais mettre carré, je vais rajouter, que ce soit dans E1 in ou dans E0 out, ces interdictions. Access list. Alors, je dois aussi interdire pour l'accès au serveur d'authentification. Access list 100, deny IP, any venant de n'importe où, que ce soit d'ici ou de là, vers, et là j'ai les deux, 200.1.2.10 et 200.1.2.11, et je peux utiliser un masque inverse pour avoir les deux avec juste 200.1.2.10 00001. Et celle-là, je dois l'utiliser dans E1 in, mais je dois aussi avoir la même dans E1 E0 out en utilisant, sauf que la seule chose que je vais changer, c'est le numéro d'access list. Ici, dans E1 in, c'est 100, dans E0 out, c'est 101. Voilà. Donc, le reste qui se trouve sur le cahier des charges, on vous dit les utilisateurs internes doivent pouvoir envoyer des requêtes DNS. Donc, on a des requêtes DNS qui sortent, on va avoir des réponses DNS. Donc, les réponses DNS doivent être autorisées dans E1 in et dans E1 E0 out. Dans E1 in, ça va être access list sans permit UDP any equal 53 vers le segment interne. Et même chose pour E1 E0 out, la seule chose de différent, c'est le 101, le numéro d'access list. Donc, si vous regardez ici, vous allez avoir, c'est tout le sous-réseau 200.1.2.0/24, y compris le serveur mail interne et le serveur d'authentification. Donc, si vous n'interdisiez pas l'accès au trafic à ces deux serveurs, le trafic DNS peut arriver à ces deux serveurs. Ensuite, on vous dit les utilisateurs internes doivent avoir accès aux deux serveurs de la DMZ et ils doivent avoir accès au service TCP d'Internet. Bon, si on a des requêtes, on va avoir des réponses. Et dans notre cas,
c'est les réponses qu'on doit autoriser dans E1 in et dans E0 out. Et on va se rendre compte comme quoi, ça finalement, si j'autorise tous les services TCP, je n'ai pas besoin de plus de spécificité. Je vais juste mettre dans E1 in access list 100 permis TCP any vers notre sous-réseau à condition que ce soit une communication established. Donc, c'est une réponse. Et même chose pour E0 out. C'est ce qu'on va faire aussi. Maintenant qu'on a dans E0 in et dans E0 out, je dois obligatoirement interdire l'accès au serveur d'authentification. Donc, une fois qu'on a toutes ces ACL, je dois les mettre en ordre, je dois les ordonner. Donc, pour les ordonner, je vais mettre dans E, quand je vais commencer par E1 in, je vais commencer par tout ce qui est spécifique, les interdictions spécifiques. Je sais que mes serveurs d'authentification et serveurs mail ne doivent en aucun cas être accédés depuis Internet. Donc la première chose que je vais faire, c'est interdire tout trafic IP vers les deux serveurs mail et d'authentification. Ensuite, je vais autoriser le trafic qui va aller vers le serveur web et le trafic qui va aller vers le serveur mail. Donc c'est ce qu'on avait mis tout à l'heure, vers les règles qu'on avait créées tout à l'heure. Celle-ci pour le serveur web et ces deux-là pour le serveur mail. Puis, je dois autoriser les réponses allant vers mes utilisateurs internes. Donc, je fais cette autorisation. Et je dois autoriser les réponses DNS vers mes utilisateurs internes. C'est ce que je mets ici. Et après, celle-là, elle est facultative. Je peux mettre cette dernière règle, access list sans deny IP any uni, comme je peux ne pas la mettre. Mais il ne faut pas oublier de configurer cette ACL dans l'interface E1 en entrée. Si vous ne la configurez pas, vous allez perdre des points gratuitement. Généralement, c'est au moins à peu près 0, enfin, ça dépend du barème, mais souvent c'est sur 0,5 et beaucoup d'étudiants ne mettent pas ça et ils perdent 0,5 gratuit pour rien. Maintenant, une fois qu'on a fait E1 in, on va faire E0 out, pardon, E0 out. Alors pour E0 out, je sais que mon serveur d'authentification, rien ne doit arriver vers le serveur d'authentification, que ce soit de la DMZ ou d'Internet. Donc j'interdis l'accès au serveur d'authentification. Puis, je sais que mes deux serveurs mail doivent communiquer entre eux. Je vais leur autoriser l'accès, comme on a vu quelles règles on va les mettre. Et une fois que ce trafic est autorisé, j'interdis le trafic allant vers le serveur mail. Alors j'aurais pu aussi mettre ces deux trafics-là, puis interdire l'accès le trafic vers le serveur d'authentification et le serveur mail en même temps, sur une seule règle juste après, puisque celui-là est suffisamment spécifique. Ces deux règles sont suffisamment spécifiques pour ne pas inclure notre serveur d'authentification. Donc il ne faut pas permettre quelque chose vers le serveur d'authentification. Ensuite, une fois que j'ai fait mes autorisations vers le serveur mail et mes interdictions vers les deux serveurs internes, je vais faire mes autorisations vers les utilisateurs du réseau interne. Donc, on avait vu soit tout ce qui était trafic TCP, sauf c'est une réponse, donc il ne faut pas oublier que le established, et tout ce qui était trafic DNS vers nos utilisateurs internes. Et puis, on a la dernière qui est facultative, qui n'est là que pour des fins de statistiques. Et enfin, la configuration de l'interface Ethernet E0 out.
Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'exercice numéro 3? Non? Ok. On passe à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, première question, c'est quelle est l'utilité d'une ACL dynamique? Alors, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une ACL dynamique. Si vous avez vu jusqu'à maintenant, on n'a aucun moyen de s'authentifier pour autoriser l'accès. Donc, l'ACL dynamique va permettre de résoudre le problème de l'authentification d'une certaine manière. Son principe de fonctionnement, c'est que avant d'autoriser l'accès par un ajout d'une instruction dans l'ACL d'entrée, l'utilisateur doit fournir un identifiant et un mot de passe. Donc, et ces ACL vont permettre d'améliorer la sécurité du réseau. Pourquoi, à votre avis? Là, vous pouvez répondre. Et la réponse, elle est déjà, d'une certaine manière, ici. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que ces ACL permettent d'améliorer la sécurité? Effectivement, elle permet l'accès à l'utilisateur avec l'adresse IP et pas juste l'adresse IP seulement. Donc, elles permettent de s'assurer que la personne qui accède n'a pas juste la bonne adresse IP, mais a aussi le bon identifiant et mot de passe. Exactement. Et que doit faire un internaute malveillant pour passer au travers d'une ACL dynamique? Il doit connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe, tout à fait. Donc, il doit connaître un nom d'utilisateur et un mot de passe valide pour pouvoir s'authentifier et ouvrir une session. Donc, une des manières de le faire, ce serait, par exemple, en observant le paquet qui contient et qui va contenir ces informations-là à la session d'un utilisateur s'ils ne sont pas chiffrés. Donc, on passe à l'exercice numéro 4. On vous dit, et ici, on va utiliser justement les ACL dynamiques. Username, total, password, tutu. C'est juste pour la définition de nom d'utilisateur et du mot de passe. Interface serial 0. IP address, et vous avez l'adresse IP et le masque de ce réseau. Et puis, on vous dit comme quoi on applique sur l'interface série 0 en entrée l'ACL qui a pour numéro 101. Donc, et dans l'ACL 101, vous allez avoir Access List 101, Dynamic, ensuite le nom de la règle dynamique, Timeout 120, donc au bout de combien de temps d'inactivité la règle se désactive encore, Permit IP any. Ensuite, line VTY0, c'est pour vous dire où est-ce que vous pouvez, comme lors de l'authentification, où est-ce que ça va s'authentifier. Ici, c'est et login local, donc l'authentification se fait localement. On vous dit quels utilisateurs pourront entrer sur le réseau après s'être identifiés. Pas d'idée? A priori, tous ceux qui se sont authentifiés pourront entrer par le réseau, puisque si vous regardez ici, vous avez permit IP any. Maintenant, un essai montre que le fonctionnement n'est pas satisfaisant.
Pouvez-vous proposer une modification? Il y a un problème. À votre avis, d'où vient le problème? Regardez bien. La CL101, il n'y a qu'une règle dynamique. Quand j'en ai parlé dans l'exercice 3, je vous avais dit comme quoi la CL dynamique n'est activée qu'une fois qu'un utilisateur s'est authentifié. Pour s'authentifier, l'utilisateur doit accéder à l'interface série 0. Si la CL dynamique n'est pas active, qu'est-ce qu'il y a si la règle dynamique n'est pas active, qu'est-ce qu'il y a dans la liste 101? Alors, si la règle n'est pas active, euh, il n'y a aucune règle dans la liste 101. Et ce qui veut dire que, par défaut, c'est quoi la règle qui existe? C'est tout est interdit. Donc là, personne ne peut accéder à l'interface série pour s'authentifier. Donc, ce qu'on doit faire, donc voilà ce que je viens de dire, on doit rajouter une entrée dans cette ACL qui va autoriser l'accès à l'interface série pour pouvoir s'authentifier. Et donc, pour autoriser l'accès, ici, ce sera un accès telnet puisqu'on n'a pas spécifié autre chose et qu'on a utilisé selon la configuration qui a été mise ici. Donc, on va rajouter permit access list 101, permit TCP, venant de n'importe où, vers l'interface série, donc host 112, 172.18.23.2, equal telnet, telnet c'est le port 23, et donc equal 23. Maintenant que ça a été autorisé, qu'est-ce qu'on vous dit? On désire que l'utilisateur autorisé ne puisse entrer sur le réseau que depuis le poste utilisant l'adresse IP 195.206.51.27. Comment est-ce qu'on modifie l'ACL? Donc, si on revient ici, vous avez cette règle. Qu'est-ce qu'on va changer dans cette règle pour n'autoriser que cet hôte? Yes, exactement. Donc, on va devoir changer la règle en enlevant le ENI pour la source et le remplaçant par host 195.206.51.27. Maintenant, la question suivante, c'est on vous dit, est-ce que la situation qui est dans cette question, juste celle-là, la précédente, est-ce qu'elle est réaliste? Il n'y a qu'un utilisateur et une adresse IP publique fixe. Eh ben, pas vraiment, parce que généralement, elle peut, mais pas vraiment, parce que généralement, un utilisateur, il va rarement avoir une adresse IP publique qui est statique, qui lui appartient. Donc, quand est-ce qu'un utilisateur quelles sont les deux principales situations qui permettent à un poste client de sembler avoir une adresse IP publique? Alors, on a deux possibilités. Soit je suis connecté depuis un réseau d'entreprise, et dans ce cas-là, l'utilisateur a une adresse IP privée, mais cette adresse, elle est translatée par le pare-feu, par le NAT vers une adresse IP publique. Et donc, c'est l'adresse publique visible. Donc, l'adresse IP publique visible, c'est celle du NAT, et ce n'est pas forcément toujours la même.
elle peut appartenir à un ensemble d'adresses qui, lui, est toujours le même. Généralement, dans une entreprise, vous allez avoir un ensemble d'adresses IP publiques qui appartiennent, qui font partie de l'ensemble utilisé par le NAT. Et puis, on a la deuxième possibilité, c'est vous êtes à la maison ou sur votre téléphone portable. Et là, le fournisseur d'accès va attribuer à l'utilisateur une adresse IP publique par DHCP. Et cette adresse est considérée comme aléatoire puisque d'une connexion à une autre, il va y avoir changement de l'adresse IP. Maintenant, on vous demande de discuter de l'utilisation des ACL dynamiques dans chaque cas. Dans le cas où l'utilisateur est à l'intérieur d'un réseau d'entreprise et dans le cas où l'utilisateur est connecté depuis la maison, depuis son téléphone portable. Alors, dans le premier cas, on peut utiliser les ACL dynamiques, mais l'utilisateur pourra être identifié, mais on est obligé d'accepter toutes les adresses IP qui sont utilisées pour la translation, pour le NAT. On ne peut pas utiliser une seule en particulier. Et dans le second cas, l'utilisation des ACL dynamiques n'a pas de sens. Et il est impossible. Parce que l'utilisateur, d'une connexion à une autre, il va avoir une adresse IP complètement différente. Et il appartient à un ensemble d'adresses IP qui est beaucoup trop grand pour être suffisamment discriminant. Ensuite, quels sont les deux moyens de restreindre les adresses IP autorisées à se connecter? Là, si on revoit l'ACL, on avait soit la possibilité de restreindre dans la règle statique, celle qu'on a créée dans la question 2, ou de restreindre dans la règle dynamique qui nous a été donnée dans l'exercice. Donc, dans la première méthode, on va filtrer l'accès Telnet dans la partie fixe de l'ACL. Dans la deuxième, on va filtrer dans l'entrée dynamique de l'ACL. Maintenant, les avantages des deux stratégies, c'est que la première méthode, on peut autoriser n'importe quel groupe d'adresses IP, mais l'entrée dynamique est alors comme ça. Et donc, une fois que quelqu'un va accéder, va s'authentifier, n'importe qui peut accéder au réseau. Il n'y a pas de limite sur l'adresse IP source. Et ça va rendre le réseau vulnérable pendant que cette instruction est active. Donc, le deuxième cas, c'est la vulnérabilité. Donc, si on, par contre, on va limiter dans la commande dynamique, la vulnérabilité va être limitée au champ des adresses IP autorisées. Mais ce champ ne va être défini que par l'entrée dynamique de l'ACL. Et donc, n'importe qui peut essayer de s'authentifier, même si par la suite, voilà quoi. Donc, maintenant, la dernière question qu'on vous pose dans cet exercice, c'est quelle technique voisine des ACL dynamiques apporte des améliorations par rapport à ça? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez des questions? Alors, à votre avis? Vous avez une idée de réponse? Yes. Euh, Alors, ce qu'on a vu maintenant tout à l'heure, c'est l'utilisation des ACL dynamiques pour faire de l'authentification et pour autoriser des accès.
Maintenant, le problème qui se pose, c'est que on a beaucoup de limites dues à justement euh, ce genre d'ACL dynamique. Elles ont des limites qu'on vient de voir. On a d'autres techniques qui se rapprochent de l'idée de l'authentification. C'est grâce à l'utilisation d'un serveur externe pour l'authentification, comme par exemple Radius. Donc, c'est le proxy d'authentification. À ce moment-là, l'authentification Telnet est remplacée par un serveur HTTPS, généralement un serveur web, où vous allez pouvoir mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous authentifier. Et donc l'authentification se fera obligatoirement par un serveur déporté, par exemple Radius, qui va, une fois que vous vous êtes authentifié, il va rajouter des entrées dynamiques dans le pare-feu qui va être spécifique à la personne qui s'est authentifiée et qui vont être supprimées une fois que l'utilisateur euh, n'est plus connecté ou n'utilise plus cette connexion. Alors, un exemple que vous avez peut-être, je ne sais plus si c'est toujours le cas, ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée au Wi-Fi de la bibliothèque, mais jusqu'à il y a quelques... Bon, donc quand vous vous connectez au Wi-Fi de la bibliothèque, peut-être, si c'est toujours le cas, vous me confirmez si oui ou non. Une fois que vous vous êtes connecté, en fait, vous n'avez pas besoin de connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe. Enfin, vous n'avez pas besoin de connaître le mot de passe du Wi-Fi pour vous connecter au Wi-Fi de la bibliothèque. Il est ouvert. C'est une connexion ouverte. Néanmoins, dès que vous vous connectez au Wi-Fi de la bibliothèque, vous ne pouvez pas accéder à Internet. La première chose qui va s'ouvrir, c'est un portail où on vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Généralement, ça va être votre email de l'université ou quelque chose dans ce style et le mot de passe avec lequel vous accédez à votre compte de l'université ou un truc dans le genre. Euh, vous avez la même chose au niveau des aéroports. Si vous vous connectez, vous allez à l'aéroport d'Alger et que vous vous connectez sur le Wi-Fi de l'aéroport, vous pouvez vous connecter sur le Wi-Fi de l'aéroport. Mais vous ne pourrez pas accéder à Internet tant que vous ne mettez pas un nom d'utilisateur et un mot de passe que généralement vous allez acheter, vous allez payer au niveau de la réception, par exemple. Euh, donc, il y a des limites qui existent. Donc ça, en fait, pardon, je me répète. Donc ça, finalement, on vous, euh, on vous redirige vers un portail d'authentification pour que vous vous authentifiez. Et en fait, une fois que vous vous êtes authentifié, l'authentification va se faire grâce à un serveur Radius, par exemple, et il va vérifier votre authentification, votre nom d'utilisateur et mot de passe. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais on va dire ça comme ça. Et puis, une fois qu'il aura vérifié, il va rajouter des entrées dynamiques dans les ACL pour vous en particulier. Et ce que je vais vous demander de faire pour pour les TD de lundi et jeudi, c'est de préparer le dernier exercice. J'aimerais le voir. Vous le préparez en forme de devoir. Voilà, devoir maison. Sur ce, si vous n'avez pas de questions, on a fini pour aujourd'hui. Et on commencera la série d'exercices. Il n'y a pas d'exercice 5 sur la série? Je vous ai donné que 4 exercices dans la série? Attendez, je vais voir. Je sais plus. Il faut que j'ouvre le fichier. Il n'y a que 4. Ah, mais à la classe. Bon, bah, j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Ça, comme il n'y a rien à préparer pour lundi. Allez.
C'est tout. Je vous en prie. Au revoir, bonne journée.